bienvenue dans cette séance de formation consacrée au Toolkit SEO dans SEMrush. Je me présente Thomas du Customer Success, donc le service technique, et on va voir ensemble comment utiliser au mieux ce Toolkit. Alors avant toute chose, je vais vous montrer les contacts, donc si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter à la hotline francophone que vous avez juste ici, ou bien en nous envoyant un mail à mail@semrush.com. D'accord? Alors, avant toute chose, si vous voulez plus d'informations sur SEMrush, il y a deux moyens de le faire. Premièrement, l'académie, qui est donc notre propre université en ligne, où vous pouvez avoir des cours qui sont vraiment, on a absolument tous les niveaux, de vrais débutants à spécialistes SEO. Et on a également nos webinaires qu'on enregistre très fréquemment. Et on a notamment une série de vidéos qui s'appelle SEMrush en 30 minutes, animée par moi ou Sabina, ma collègue, où on passe vraiment en revue absolument tous les outils de SEMrush. Alors, première chose, ici vous avez le menu à votre gauche. Et en fait, auparavant, on avait seulement l'option d'avoir tous les outils. Bon, il y avait beaucoup de nos utilisateurs qui se perdaient un petit peu dans ce menu. Du coup, on a décidé de les organiser en 5 toolkits. Donc, on a le SEO Toolkit dont on va parler aujourd'hui, qui est consacré notamment à tout ce qui est optimisation, suivi de position pour vos mots-clés, audit de site, etc. On a le Advertising Toolkit qui, lui, est consacré à tout ce qui est campagne AdWords, AdSense, PPC. On a le Social Media Toolkit, comme son nom l'indique, qui est consacré aux réseaux sociaux. Content Marketing, qui se consacre plus à l'optimisation de contenu, d'accord, si vous voulez créer de nouveaux articles, du nouveau contenu pour votre site web. Et enfin, l'analyse de compétiteurs. Alors, le premier rapport qu'on va passer en revue, c'est vue d'ensemble du domaine. OK. Alors, première chose à faire, je vais taper un nom de domaine. En l'occurrence, on va prendre auchan.fr, par exemple. Tac. Alors, la première chose à faire, c'est de sélectionner une base de données. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans nos rapports, vous choisissez une base de données nationale, d'accord? Si vous voulez aller plus en détail, imaginons si vous avez un petit business qui est seulement actif au niveau local, là, ça va être l'office de notre outil suivi de position dont on va parler par la suite. Dans les rapports, vous ne pouvez choisir que les bases de données nationales. Alors, dans vue d'ensemble du domaine, le but, c'est vraiment d'avoir une vue panoramique sur tous les résultats de votre domaine. On va avoir tout un tas d'informations telles que la, pardon, le nombre de mots-clés organiques que vous avez, c'est-à-dire le nombre de mots-clés pour lesquels vous vous rangez dans le top 100 des résultats dans un SERP, d'accord? Même chose pour les mots-clés payants, le nombre total de backlinks et les annonces sur display, c'est-à-dire mises que vous avez utilisées dans AdSense, d'accord? On a également sur le graphe ici une répartition géographique de vos mots-clés. Donc là, en l'occurrence, c'est un domaine français. Il est donc tout à fait logique que la plupart de mes mots-clés organiques soient présents dans la base de données française, mais je vois que je suis également présent au Canada, aux Pays-Bas et également aux États-Unis. Alors, le premier rapport que nous allons voir, le premier rapport détaillé, pardon, c'est recherche organique. Alors, en fait, on a deux versions. Je vais vous montrer la nouvelle version qui est ici, mais qui est encore en bêta, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Mais on a également la vieille version qui est tout à fait, qui est encore active et à laquelle la plupart de nos utilisateurs sont habitués. Alors, ici, on va avoir en fait trois métriques principales. On va avoir le nombre de mots-clés total. Je le rappelle, euh, le nombre de mots-clés pour lesquels vous rangez dans le top 100 des résultats, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, ce sont des mots-clés présents dans notre base de données. Alors par exemple, si vous cherchez un mot-clé qui est composé de 4 ou 5 termes, donc un mot-clé à longue traîne comme on les appelle, la probabilité qu'on l'ait dans notre base de données est moindre, d'accord? Donc là, il sera plus judicieux d'utiliser notre outil suivi de position pour suivre ce genre de mots-clés. Mais je le répète, notre base de données est quand même extrêmement vaste. On a également une indication du trafic qui est en fait le nombre d'utilisateurs attendus sur le site dans un mois. Donc ça va du premier du mois au dernier jour du mois, d'accord? Et on a enfin le coût du trafic, le coût qu'engendrerait l'achat de tous ces mots-clés organiques.
cette métrique est généralement plus utilisée par les agences qui peuvent vanter leur mérite en disant, tiens, vous économiserez autant d'argent si vous utilisez nos services. Et on a également le graphe qui nous donne une indication de l'évolution du trafic à travers le temps. Alors, on peut sélectionner plusieurs périodes de temps. Là, par exemple, je suis sur 2 ans et on voit que j'ai des notes de bas de page qui vont en fait me donner des renseignements sur les éventuels sauts dans le trafic. D'accord? Donc là, vous avez les notes SEMrush qui sont en rouge et qui vous indiquent par exemple de l'activité repérée par notre outil senseur, dont le but est en fait de repérer la volatilité de la SERP pour des domaines particuliers. Donc là, par exemple, je vois que la SERP a été vraiment réorganisée en octobre 2017, donc ça vaut la peine de s'y attarder. Si vous avez des petites icônes Google, le G de Google, ça traite généralement de changements dans l'algorithme Google, de mise à jour, de Penguin, etc. Tout ça est pris en compte et vous serez toujours tenu au courant pour expliquer les éventuels changements dans votre trafic. On a également ici à droite un panel expliquant les fonctionnalités SERP, d'accord? Alors, les fonctionnalités SERP, je suppose que vous savez ce que c'est. On a plusieurs choses telles que les vidéos, les avis, mais vraiment la Rolls-Royce des fonctionnalités SERP, celle que tout le monde s'arrache, c'est l'extrait optimisé, la position 0. Donc, c'est vraiment quand votre résultat est placé dans un cadre. Si je veux avoir plus d'informations, mais seulement sur les mots-clés déclenchant ce fameux extrait optimisé, il me suffit de cliquer dessus. Et là, je n'aurai que les mots-clés déclenchant cet extrait optimisé. D'accord? Une chose que j'ai oublié de préciser, vous pouvez changer entre les données pour ordinateur de bureau et les données mobiles. D'accord? On passe ensuite à la description proprement dite des mots-clés. Alors, dans la plupart de nos rapports, vous pouvez utiliser toute une série de filtres, d'accord, pour ne prendre que les mots-clés qui vous intéressent. Je vous donne un exemple. Imaginons, je ne suis intéressé que par des mots-clés avec un volume assez conséquent, c'est-à-dire que c'est par les mots-clés qui pourraient me rapporter le plus de trafic. Eh bien là, il me suffit, par exemple, d'exclure volume inférieur à, on va dire par exemple 10 000. Tac, je l'applique et je n'aurai que les mots-clés correspondant à mes critères. Alors, pour chaque mot-clé, nous avons tout un tas d'informations. On a le mot-clé en lui-même, on a la position. Donc là, par exemple, je suis en position numéro 1. Je précise, il s'agit de la position repérée, donc la dernière fois que le rapport a été mis à jour. Vous avez la date de la dernière mise à jour juste ici à droite. On a entre parenthèses la dernière position en date, c'est-à-dire à la dernière mise à jour. Donc, j'ai gardé ma position dans ce cas-ci. D'accord. On a ensuite la métrique du volume. Alors, qu'est-ce que le volume? C'est le nombre moyen de fois que les utilisateurs recherchent ce mot-clé par mois. Alors, c'est une moyenne, d'accord, qui est calculée selon plusieurs facteurs, notamment la position que vous avez dans la SERP. Et en fait, c'est calculé sur un an. D'accord? Donc, on prend la tendance sur une année entière et on fait la moyenne pour chaque mois. On a également une autre métrique qui s'appelle la KD, Keyword Difficulty en anglais, difficulté de mots-clés, qui est une métrique qui va de 1 à 100 et qui vous donne en fait une idée de combien il sera difficile de se ranger organiquement pour les 3 premières positions. Alors comment est-ce que ça se calcule? En fait, on prend les 20 premiers résultats de la SERP et on calcule leur puissance. Donc, c'est-à-dire, si vous avez par exemple le mot-clé Amazon, forcément, le premier résultat dans la SERP sera Amazon.com, qui est un domaine extrêmement puissant. Et bien là, évidemment, la difficulté de mots-clés sera très grande. On estime qu'au-dessus de 60-65, il sera très difficile de bien se classer pour ce mot-clé. On a ensuite l'information connexe qui est le CPC, c'est-à-dire la mise moyenne que les publicistes mettent dans AdWords pour que ce mot-clé déclenche une de leurs annonces, une de leurs publicités. D'accord? Donc ça peut donner lieu à certaines stratégies. Si vous voyez que la KD est assez élevée mais que le CPC est très bas, ben vous pouvez penser, tiens, est-ce que ça serait pas mieux de passer par AdWords pour acquérir la visibilité que vous voulez. On a ensuite
l'URL qui apparaît dans la SERP, le pourcentage de trafic que vous rapporte ce mot-clé, d'autres informations telles que le degré de compétitivité, le nombre de résultats, etc. Mais surtout, vous avez à chaque fois la capture de la SERP qui vous permet non seulement de vérifier les informations, mais également de voir exactement ce que vos utilisateurs voient dans la SERP. D'accord? Donc là, évidemment, je peux confirmer que Auchan.fr a tout un tas de fonctionnalités SERP telles que Site Links ici. Il se retrouve sur la carte juste ici, qui est une autre fonctionnalité. Donc voilà, je peux voir mes compétiteurs et vraiment me mettre dans la tête de mes utilisateurs. D'accord? Alors ça, c'était pour recherche organique. Vous pouvez également ne rechercher qu'une seule de vos pages, d'accord, un sous-domaine ou un URL. Ok, c'est tout à fait possible pour n'avoir que les mots-clés qui déclenchent cette URL dans la page de résultats. Dans l'analyse de concurrents où je me trouve actuellement, en fait, on va vous donner les plus grands concurrents, mais par rapport à deux critères. Premièrement, le nombre de mots-clés que vous avez en commun. D'accord. Donc là, par exemple, pour Auchan.fr, je vois qu'un des grands concurrents, c'est Conforama.fr. Et deuxièmement, le nombre total de mots-clés qui déclenche ce domaine dans les 100 premiers résultats. D'accord? Donc, ce sont les deux seuls critères pris en compte. OK? Comme ça, vous savez, vous avez également le prix du trafic et le nombre de mots-clés payants pour ce domaine. Alors, c'est bien beau de voir les mots-clés pour lesquels vous vous qualifiez, mais ce qui est très intéressant, c'est évidemment de comparer avec les mots-clés de vos compétiteurs. C'est le but de notre petit outil possibilité de mots-clés qui est vraiment apprécié par nos clients de par sa facilité de prise en main, mais aussi par son utilité. Alors là, par exemple, j'ai pris Auchan.fr, vous pouvez entrer jusqu'à 5 domaines que vous souhaitez comparer. Et là, on l'a vu, un de mes concurrents, c'est Conforama.fr. J'ai vu qu'il y avait pas mal Conforama. Tac, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. J'ai vu qu'il y avait pas mal de mots-clés en commun. Alors moi, ce qui m'intéresse, ce sont les mots-clés qui nous sont exclusifs, d'accord? Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner dans les filtres ici les mots-clés qui nous sont uniques. OK? Je valide. Et là, effectivement, je vais avoir tous les mots-clés qui sont premièrement uniques à Auchan.fr et dans un deuxième temps uniques à Conforama.fr. Donc là, par exemple, je vois que j'ai Quimper Festival, Col Thermocollante, etc., pour lesquels mon compétiteur ne se range pas dans le top 100. Donc quand vous avez une petite barre, ça veut dire que c'est au-delà des 10 premières pages de la SERP. OK? Si je veux les mots-clés de mon concurrent, je peux utiliser les petites flèches. Tac, hop. Et là, on aura d'abord les mots-clés de mon concurrent. OK, donc là, effectivement, bibliothèque de Saint-Germain, voilà. Vous pouvez utiliser tous les filtres que vous le souhaitez, comme toujours, dans la plupart de nos rapports. Alors, une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que comme on l'a vu, le rapport se mettait à jour assez fréquemment. En fait, la mise à jour des informations des mots-clés dépend de leur volume et donc de leur popularité. Mais si vous souhaitez des informations vraiment actuelles pour les plus actuelles possibles pour des mots-clés qui vous intéressent, c'est le but de Keyword Magic Tool, qui est un outil disposant d'une base de données encore plus vaste que celle de notre outil recherche organique. Alors, pour la base de données française, on a plus de 4 millions de mots-clés et je pense un peu plus maintenant. Ça se met à jour assez, assez fréquemment. Alors, je vais vous donner un exemple. Donc là, par exemple, j'avais un client qui vend du vin de Tokai en Belgique. Bon, voilà. Là, par exemple, on peut prendre la base de données française. Même principe, vous introduisez votre mot-clé et vous sélectionnez la base de données. Alors, comme toujours, vous avez tout un tas de filtres. Donc là, par exemple, j'ai pris requête large, c'est-à-dire que les combinaisons peuvent être dans un ordre ou dans un autre. Si je veux des combinaisons avec cet ordre exact, 20 d'abord, Tokai après, tac, je les mets comme ceci, et là, je vais avoir toutes les combinaisons que je souhaite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple, donc on a des données telles que le volume,
la tendance, la KD, etc. Toutes des données qu'on avait déjà dans recherche organique. Mais en fait, le but de Keyword Magic Tool, c'est aussi de trouver vos mots-clés à longue traîne, d'accord? Donc des mots-clés qui sont peut-être peu utilisés par vos concurrents. Et pour ne pas utiliser cette longue liste, en fait, ce qu'on a fait, c'est on vous a mis un panel ici à gauche qui vous permet de sélectionner les mots-clés que vous voulez avoir. Donc là, par exemple, hongrois, tac, ça sera le premier terme, et deuxièmement, 2008 par exemple. Hop, et là, voilà, j'ai mon mot-clé. Une fois qu'un mot-clé vous intéresse, donc là par exemple, Vintok et Hongrie par exemple, tac, je l'ajoute à Keyword Analyzer. Si un mot-clé vous intéresse, tout ce qu'il suffit de faire, c'est d'appuyer sur le petit plus. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va exporter ces mots-clés vers l'outil connexe qui s'appelle Keyword Analyzer. Et vous l'aurez compris, dans cet outil, vous avez la possibilité de mettre à jour les métriques en direct, d'accord, pour avoir les informations les plus fraîches possibles. Vous avez également des informations telles que le potentiel de clic qui est surtout lié aux fonctionnalités SERP déclenchées, les principaux concurrents, etc. Mais la deuxième utilité de cet outil, c'est en fait de regrouper tous les mots-clés qui vous intéressent à un endroit et vous pouvez soit les exporter dans un document, soit les exporter directement vers d'autres outils. L'outil suivant qu'on va voir à l'instant qui s'appelle Position Tracking ou suivi de position en bon français. Alors, suivi de position, on en a parlé brièvement au début de cet exposé. Position Tracking a un grand avantage, c'est que vous pouvez sélectionner non seulement le pays, mais également la ville. Donc là, par exemple, imaginons, je suis une agence, je travaille pour un petit business à Argenteuil. Tac, Argenteuil, Île-de-France. Je sélectionne ma ville. Là, je veux que le volume local soit montré. Et là, je peux choisir l'appareil qui m'intéresse. D'accord? Ordinateur de bureau, mobile ou tablette. Très important, si vous avez la formule Pro, vous ne pouvez choisir qu'une seule position par projet. Tandis que si vous êtes gourou ou business, vous pouvez avoir jusqu'à 10 localisations et appareils que vous pouvez comparer. Je vais vous montrer directement à l'instant comment faire. Mais la dernière étape, c'est d'ajouter les mots-clés. Vous avez plusieurs possibilités, les entrer manuellement, les importer de notre base de données SEMrush, de Google Analytics ou encore d'un fichier. D'accord? Une fois que vous avez fait tout ça, vous commencez le tracking et vous allez obtenir ce graphe. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez également rajouter des compétiteurs. Si vous allez dans l'onglet compétiteurs, en fait, c'est un projet, hein. Donc, la première fois que vous allez le mettre en place, vous aurez tous les paramètres, vous pouvez choisir les compétiteurs, les mots-clés, etc. Et en fait, ce que va faire l'outil, c'est vous proposer directement vos plus grands compétiteurs. Donc là, par exemple, ProAlert, etc. Et vous pouvez les sélectionner juste ici pour qu'ils soient dans le graphe, mais également dans la description des mots-clés. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs métriques. La visibilité, par exemple, qui dépend surtout de vos positions dans un SERP, le trafic estimé. Ces informations, je le rappelle, ne sont valables que pour les mots-clés que vous avez importés, donc ils sont présents dans le projet. Et enfin, la position moyenne, c'est assez simple à comprendre. On fait simplement une moyenne de toutes les positions de vos mots-clés. Alors, on a donc toutes ces informations sur le graphe, mais si on veut aller plus en détail, on l'a mot-clé par mot-clé. Donc là, par exemple, je suis intéressé par Auchan Ilkirch, par exemple. Je vais avoir tout un tas d'informations. Premièrement, les SERP features, les fonctionnalités SERP déclenchées. Je vais avoir ma position et si je veux avoir plus d'informations, il me suffit de cliquer sur le chiffre de la position et j'aurai accès à la capture d'écran de la SERP. D'accord? Pour, comme toujours, vérifier ces informations. Si j'ai une fonctionnalité SERP, je vais le voir directement. Donc là, par exemple, je vois que c'est moi qui possède le site link pour ce mot-clé. Et en fait, vous avez la possibilité de changer les dates dans le calendrier. Donc là, par exemple, je veux prendre du 1er août au 12 août. Je les sélectionne dans le calendrier et on va avoir les informations du 12 septembre. D'accord? Alors, dans la deuxième colonne juste ici, vous allez avoir les différences, c'est-à-dire si vous avez perdu ou gagné des places depuis lors. Mais en fait, dans cet onglet, on ne peut sélectionner que, comment dire, comparer que les informations actuelles avec les informations passées. Si vous voulez vraiment
Si votre but, c'est d'avoir un comparatif très clair entre deux dates, donc imaginons, j'ai lancé un nouveau produit sur Auchan.fr, on va dire le 12 août, tac, je sélectionne le 12 août ici et je veux le comparer avec, je veux voir quel effet ça a eu sur mes positions et le comparer avec le 31 août. Je sélectionne ces deux dates et dans l'onglet Rankings, j'ai ainsi mes deux colonnes, d'accord, avec mes concurrents qui sont toujours là, et je peux voir directement si j'ai gagné ou perdu des places. Donc là, forcément, ce sont toutes des mots-clés avec Auchan, c'est-à-dire des mots-clés marqués. C'est assez logique que je me maintienne en première place, mais je vois que par exemple, mon compétiteur a augmenté 2-3 places pour ce mot-clé, etc. Donc c'est extrêmement clair. Et j'ai oublié de vous souligner la partie la plus importante, le plus grand avantage de cet outil, c'est que les informations sont collectées toutes les 24 voire 48 heures automatiquement. C'est-à-dire, vous ne devez toucher à rien, d'accord? Vous mettez en place le projet avec vos mots-clés et les informations vont être mises à jour automatiquement quotidiennement, d'accord? Donc, vous allez voir. Donc là, par exemple, j'ai des informations 8 août, 9 août, 10 août, etc. Si ce qui vous intéresse, c'est de voir la progression d'une seule de vos pages. Dans ce cas-là, vous allez dans Landing Pages et là, vous aurez un détail de tous les URL de votre site avec les mots-clés pour lesquels ils se rangent dans le top 100. Donc là, par exemple, je vois que cette URL-là, magasin La Défense, a perdu, donc ne figure plus dans les 100 premiers résultats de ouverture au champ. D'accord? C'est pour ça que vous l'avez en rouge. Ce mot-clé est perdu. Mais je me range encore pour ces trois mots-clés. Donc, si vous, imaginons, vous implémentez un nouvel URL, une nouvelle section de votre site, elle va être prise en compte directement par le logiciel et vous pourrez suivre directement sa progression dans cet onglet en utilisant les filtres. D'accord? Vous mettez votre URL ici et vous le retrouverez directement. Vous avez également toutes les informations concernant le trafic estimé, la position moyenne et le volume total que vous ramène cette URL. Vous avez également une analyse de compétiteurs. Je le répète, ces compétiteurs ne sont identifiés que par les mots-clés que vous avez insérés, donc importés dans le projet. D'accord? Avec à chaque fois les informations telles que la visibilité et le trafic estimé. Et enfin, j'arrive au meilleur, quand vous êtes gourou et business, j'avais mentionné que vous pouviez rajouter jusqu'à 10 positions. Eh bien, dans l'onglet Devices and Location, vous pouvez en fait comparer ces différentes campagnes, d'accord, en les voyant sur un seul graphe. Donc, vous aurez toutes les informations pour voir en un coup d'œil si ce mot-clé-là marche plus dans cette région-là, quels progrès ont été enregistré dans, par exemple, la région Bretagne. Là, j'ai fait un projet pour Bretagne mobile et Bretagne ordinateur de bureau. Donc là, ça peut être très intéressant, surtout si vous êtes présent sur tout le territoire français ou dans plusieurs pays. Et enfin, dernier onglet, Feature Snippets. En fait, ici, le logiciel va vous donner l'information si vous avez la possibilité ou si vous avez déjà des extraits optimisés, bien sûr, qui est la fonctionnalité CERF qui vous donne le plus de visibilité. Donc là, par exemple, je vois que j'en ai déjà un pour le mot-clé ouverture au champ, mais que j'ai deux opportunités. Donc deux mots-clés déclenchant cet extrait optimisé, mais cet extrait est pour l'instant détenu par un de mes compétiteurs. D'accord? Donc ça vaut peut-être la peine d'optimiser mon site web et l'URL qui essaye de se ranger pour essayer d'obtenir cet extrait optimisé. Et en matière d'optimisation, puisqu'on en parle, l'outil qui est véritablement dédié à ce secteur des SEO, c'est OnPage SEO Checker, donc notre outil d'optimisation. Alors, on va prendre un projet déjà configuré. Bon, on va rester sur Auchan.fr, pourquoi pas. Tac. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? OnPage SEO Checker est également un projet, c'est-à-dire que vous devez d'abord le mettre en place et le lier à un domaine, en l'occurrence Auchan.fr. La première fois que vous allez lancer le projet, ce que va faire notre logiciel, c'est vous proposer tout un tas de paires URL mots-clés. Donc en fait, ici, vous voyez la position, vous voyez que par exemple, cette page-ci, elle est en position 32e et notre logiciel va automatiquement dire, tiens, si on optimise cette page, vous pourriez avoir une position bien supérieure à la position actuelle pour ce mot-clé.
d'accord? Vous pouvez entièrement personnaliser cette liste, d'accord? Vous pouvez même ajouter plusieurs mots-clés pour un seul URL ou vice-versa. Vous pouvez absolument personnaliser ça, mais là, par exemple, imaginons, je veux euh, prendre en considération les recommandations du logiciel, tac, enregistrer et recueillir des idées. Très important, à chaque fois que vous relancez la campagne, donc pas seulement la première fois, mais quand vous relancez la campagne, il y a des unités qui sont consommées et ces unités, il y a une unité par mot-clé. D'accord? Donc, si vous avez 50 paires URL mots-clés, eh bien, vous relancez la campagne, il y aura 50 unités SEO qui seront consommées. D'accord? Alors, une fois que vous avez fait ça, dans Vue d'ensemble, vous allez avoir plusieurs choses. Premièrement, le total des idées proposées, juste ici, un détail des idées, on va voir ça dans un instant. Le trafic que pourrait éventuellement vous ramener l'implémentation de toutes ces idées, d'accord? Donc, on voit qu'ici, c'est assez gigantesque. Et enfin, le top des pages à optimiser. Alors, le top des pages à optimiser, il est déterminé selon deux critères. Premièrement, la difficulté d'implémentation des idées, étant donné que, comme on va le voir, chaque idée a une certaine difficulté, vous allez être tenu au courant. Et deuxièmement, surtout, parce que c'est ça qui nous intéresse, le volume, donc le nombre d'utilisateurs que pourrait nous ramener l'implémentation de ces idées. Alors là, par exemple, je vais prendre un exemple avec console Nintendo Switch. Là, je vois qu'il y a 5 idées qui me sont proposées. Vous pouvez également les avoir en allant dans l'onglet idées d'optimisation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'URL à optimiser, le mot-clé pour lequel je veux mieux me qualifier, entre guillemets, et toutes les idées proposées. Alors, on a plusieurs types. Premièrement, les idées de stratégie. Là, ça concerne plus les stratégies, tout ce qui est cannibalisation de mots-clés. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez 2 URL qui essayent de se ranger pour un seul mot-clé, c'est entre guillemets de l'effort gâché, d'accord? Ça va rendre le Googlebot généralement assez confus et il vaut mieux miser sur un seul URL qui sera beaucoup plus puissant, d'accord? Si c'est le cas, vous serez tenu informé dans cette section. Là je vois il y a un petit souci de ce côté-là pour ma page console Nintendo Switch. Deuxièmement, les fonctionnalité sert. Si vous avez la possibilité d'avoir un extrait optimisé ou bien un star rating, vous savez quand vous avez des étoiles en dessous des résultats, si vous avez cette possibilité-là, vous allez être tenu au courant par le logiciel. Troisièmement, là on entre un petit peu plus dans le domaine technique, toutes des idées de contenu, d'accord? Tout ce qui est balise méta, balise titre, etc. Le but étant de donner le meilleur message possible au Googlebot pour qu'il sache exactement quel est le contenu de ma page, d'accord, pour être mieux référencé. Donc là, en l'occurrence, éviter le bourrage de mots-clés dans la balise body, Donc là, par exemple, pour vos rivaux, ce mot-clé se répète trop souvent. Donc, il va me conseiller d'utiliser moins le mot-clé Nintendo Switch, étant donné que ça peut être interprété comme le Googlebot, comme du bourrage de mots-clés, qui est une pratique frauduleuse, comme vous le savez. Euh, vous avez également des idées sémantiques, d'accord? J'ai oublié de préciser, toutes ces idées sont basées sur les 10 premiers résultats de la SERP, d'accord? Donc on puise des idées notamment de vos concurrents. Donc là, par exemple, pour les idées sémantiques, je vois que mes concurrents utilisent très souvent connecter la console, dans le jeu, service en ligne, etc. Ça, c'est vraiment votre choix. De les utiliser ou pas, mais sachez que ces mots-clés peuvent être repérés par le Googlebot et il pourrait se dire, tiens, ok, ça rentre dans cette catégorie, ça peut augmenter éventuellement votre ranking. Même chose pour les liens retour, les fameux backlinks dont on va parler. Les backlinks, là je vois que la plupart de mes compétiteurs ont des backlinks sur des sites comme zda.com, melty.fr, etc. Ça vaut peut-être la peine de contacter ces sites web pour leur dire je vends à peu près le même produit que mon compétiteur, s'il vous plaît, publiez un de mes backlinks. Et enfin, les idées techniques qui, elles, sont directement liées en fait à audit de site. Il y a encore un dernier type d'idée. Expérience utilisateur, vous devez connecter votre compte Google Analytics et à partir de ce moment-là, vous aurez des informations telles que le bounce rate, le nombre de visites uniques, etc. pour avoir plus d'informations sur cette URL. Pour chacune de ces idées, vous aurez une description, d'accord? Vous avez le menu déroulant juste ici, qui va vous expliquer en long et en large pourquoi est-ce que ça vaut la peine d'implémenter cette idée et de quoi il s'agit surtout. Et enfin, la difficulté, ok?
Donc, pourquoi faire cela? Vous avez à chaque fois la difficulté. Donc là, par exemple, j'ai vu que dans les liens retour, il y avait des domaines assez puissants. Donc là, le logiciel me dit que la difficulté est maximale. Donc, il faut peut-être mieux d'abord m'attarder sur des idées de stratégie, de contenu. Et si vous voulez bien vous organiser, en fait, on travaille avec un logiciel connexe qui s'appelle Trello, qui est en fait un agenda. Donc, vous pouvez simplement lier les deux outils et vous dire, tiens, le mardi, je vais m'occuper des idées de stratégie et jeudi, par exemple, des idées de contenu. Alors, on parlait donc des idées techniques. Alors ça, c'est vraiment l'outil qui a fait la renommée de SEMrush, c'est audit de site. Je vais vous prendre un exemple. On va rester sur Auchan.fr. Alors, audit de site, c'est toujours un projet. Première chose à faire, vous devez le mettre en place. Donc, vous allez avoir tout un tas de paramètres. Donc, si vous ne voulez analyser qu'une seule partie de votre site, vous pouvez le faire. Un sous-domaine, un sous-dossier. Donc, imaginons, vous l'avez dans les exemples, si vous avez un site multilingue, d'accord, et vous ne voulez analyser que la partie française, à condition que ça soit un sous-dossier, d'accord, vous pouvez tout à fait le faire en mettant, par exemple, semrush.com, blog, par exemple. Ok. Tac, vous avez la limite de pages vérifiée, le nombre de pages que vous voulez analyser. Donc là, par exemple, j'en ai choisi 1000, le maximum étant 20 000, d'accord. Et enfin, la source d'exploration. Alors ça, c'est extrêmement important puisque si vous choisissez comme source d'exploration le site web, ce que va faire notre bot, c'est arriver sur la page d'accueil et suivre petit à petit les liens internes entrants et se balader de plus en plus profondément dans l'arborescence de votre site. D'accord? Si vous souhaitez un crawl plus, comment dire, plus intelligent, vous pouvez utiliser la sitemap comme source d'exploration. Donc, vous mettez tous vos URL à analyser dans la sitemap. Vous la mettez, donc si vous choisissez sitemap sur le site, le logiciel va la repérer automatiquement. Mais si vous voulez être sûr, étant donné que vous pouvez avoir plusieurs sitemaps par site, si vous voulez être sûr et certain que la bonne sitemap soit sélectionnée, vous pouvez placer l'URL juste ici. Et à partir de ce moment-là, notre bot va suivre cet itinéraire et ne crawler que les pages que vous lui avez indiquées. D'accord? Vous avez également tout un tas de, par exemple, de masques, si vous voulez que certains URL ne soient pas crawlés. Est-ce que vous voulez que le crawl delay soit respecté dans votre robots.txt, le nom du bot, au cas où il y aurait des interdictions, etc. Tout ça est entièrement personnalisable. Mais une fois que vous avez lancé la campagne, vous allez atterrir sur cet onglet où vous allez avoir tout un tas d'informations. Premièrement, le score total qui vous donne une idée de la santé du site. Donc, généralement, on estime qu'il vaut mieux au moins avoir du 50%. Mais en l'occurrence, effectivement, je vois que j'ai plus de %. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comparé à la dernière fois que j'ai lancé la campagne, j'ai gagné 2%. Donc, il y a certains problèmes qui ont été corrigés. Alors, on a classé les problèmes en 3 catégories. Premièrement, les erreurs les plus graves qui sont les plus susceptibles de déclencher une sanction de la part de Google. D'accord? On a ensuite les avertissements et enfin les avis les plus bénins. Les problèmes les plus bénins. Alors, on a toute une sorte toute une série d'informations concernant notamment l'explorabilité. Donc ça concerne le crawl, par exemple. Combien de pages ont été indexées, combien de pages n'ont pas été indexées. On vous donne des indications sur le budget d'exploration. Donc imaginons que vous avez un site vraiment très grand et comme vous le savez, le Googlebot a un certain budget. Donc il ne peut pas explorer absolument toutes vos pages. Donc là, on va vous tenir au courant si notre bot n'a pas pu accéder à certaines pages et il y a de fortes chances que, par conséquent, le Googlebot ne puisse pas les crawler également. Le nombre de pages explorées, les liens internes entrants, profondeur d'exploration de page, donc un clic ou deux clics. Généralement, on estime qu'au-dessus de 3 clics, ça gêne véritablement l'expérience utilisateur. Les codes de statut HTTP, donc là, je vois que j'ai certainement des erreurs 403 ou 404, ça vaut la peine d'y remédier. Toutes ces informations, vous allez les trouver ici. Même chose pour la performance, si j'ai des pages qui sont plus lentes, tout ce qui est certificat de sécurité, comme vous le savez, Google œuvre de plus en plus à
un net de plus en plus sécurisé. Donc, généralement, si vous avez un site HTTP, ça peut entraîner des sanctions. Et enfin, tout ce qui est lien interne. Et également, on a cette section si vous avez si vous utilisez des hreflang, donc si vous avez un site multilingue, vous aurez également cet onglet. Cette case, vous aurez toutes les informations concernant l'utilisation des différentes langues et des hreflang. On a enfin la description des problèmes principaux. Alors, les problèmes principaux sont déterminés selon deux critères. Premièrement, la gravité du problème. Il s'agit généralement donc d'erreurs et le nombre de pages affectées. Alors, pour avoir plus de détails, vous pouvez soit cliquer directement ici, soit aller dans l'onglet Problèmes. Alors, vous pouvez toujours circuler entre les différents types de problèmes, d'accord? Et pour chaque problème, j'ai un menu déroulant, explication et correction du problème, qui va m'expliquer en long et en large de quoi il s'agit et qui va me proposer une, une solution pour remédier au problème. Alors ici, par exemple, je vois que j'ai des descriptions méta en double, d'accord? J'ai à chaque fois vraiment toutes les informations dont j'ai besoin pour résoudre le problème. Ici, j'ai l'URL problématique, d'accord? Et là, je vois, tac, on va fermer ça, et là, je vois, ah, on était ici, hop, et là, je vois quelles pages ont la même description méta. Ok, donc quand vous avez la même description méta, donc ça va rendre le Googlebot assez confus puisqu'il va interpréter ça comme si les pages avaient le même contenu, d'accord? Donc ça vaut la peine de les personnaliser pour chacune de vos pages. Mais vous avez également toutes les informations concernant par exemple les vitesses de chargement lentes, vous avez le chronométrage précis pour chacune de ces pages, par exemple les codes de statut 400 et des. Là, je vois qu'effectivement, il s'agissait d'erreur 404. Vous avez à chaque fois toutes les informations sur chaque problème. Vous pouvez également les envoyer sur Trello, d'accord, toujours pour pouvoir s'organiser. Et si un problème vous semble peu important, vous avez la possibilité de l'exclure du crawl en appuyant sur l'œil juste ici pour masquer le problème. Donc là, par exemple, imaginons, je sais que c'est un problème qui est récurrent, il n'y a pas grand-chose à faire, je ne veux plus que ça soit pris en compte par SEMrush. J'appuie sur l'œil, masquer le problème, et le problème va finir dans analyse exclue. D'accord? Ça veut dire qu'au prochain crawl, le problème sera absent et ne sera plus pris en compte. Si je veux réinsérer le problème dans ma liste finale, je peux aller dans exclusion d'analyse et rétablir ces problèmes sauvegardés. D'accord? Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est l'onglet Page explorée. Alors ça, c'est surtout intéressant, par exemple, si vous utilisez la sitemap comme source de crawl, vous pouvez voir directement quelles sections de votre site ont été crawlées. D'accord? Donc là, je vois qu'en total, il y en a 499. Vous avez à chaque fois vraiment le détail pour chaque section du site avec le nombre de pages analysées. Vous avez également l'onglet statistiques qui reprend la plupart des informations qu'on avait dans vue d'ensemble, donc code de statut HTTP, etc. Mais si vous voulez toutes les informations au même endroit, vous allez dans statistiques. Et enfin, pour comparer les explorations, vous allez dans si vous voulez comparer les informations, les explorations, donc là par exemple, j'ai lancé, je pense, le projet la première fois en mars. Si je veux voir par exemple ce qui a été corrigé depuis le 13 août, je sélectionne cette date-là, je la compare avec maintenant, et là je vois qu'effectivement il y a énormément de problèmes qui se sont rajoutés. J'en avais 1040, j'en ai 8821, d'accord? Donc vous avez à chaque fois le suivi, vous pouvez suivre votre progression et monitorer tout ça sur le graphe que vous allez avoir dans l'onglet progression. Donc là je vois qu'effectivement depuis le 22 août, j'ai énormément de problèmes qui se sont rajoutés sur mon site. Alors ça, c'était pour Site Audit. Nous passons à la section construction de liens qui traite, comme vous l'aurez compris, des backlinks. Les backlinks qui sont si importants et qui ont fait la renommée de Google comme moteur de recherche. Alors, l'analyse des backlinks. Donc, comme vous le voyez, on a trois grands outils qui traitent des backlinks. On a tout d'abord analyse de backlinks qui est un rapport. Les rapports, vous ne pouvez pas forcer la mise à jour, d'accord? On va prendre par exemple, écoutez, on va rester avec notre cher Auchan.fr, je vérifie. Alors dans le rapport analyse de backlink, vous aurez
vous allez avoir des informations plus générales, d'accord? Vous allez avoir le total de backlink, les domaines référents et les adresses IP référentes ainsi que le Authority Score qui vous donne une idée de la fiabilité de ces domaines. D'accord? Vous allez avoir tout un tas d'informations telles que les backlinks nouveaux et perdus, le total de backlinks. Donc là, par exemple, si un backlink est perdu, ça veut dire qu'on ne l'a plus vu depuis 3 mois. Et heureusement pour moi, j'ai à chaque fois plus de nouveaux backlinks que de backlinks perdus. D'accord? Même chose que dans le graphe de recherche organique, vous avez à chaque fois des notes de bas de page qui vous tiennent informé de certaines mises à jour de notre base de données, certaines modifications dans Google, etc. On vous prend toujours par la main pour vous informer le mieux possible. Vous avez également toutes les informations concernant le type de backlink, follow et no-follow, ça c'est extrêmement important. Comme vous le savez, quand vous avez un indice no-follow, en principe, ça ne va pas améliorer votre ranking. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Les pays où les backlinks sont publiés, toutes ces informations, vous les avez ici. Pour avoir les données exactes des backlinks, pour avoir vraiment les informations précises, rendez-vous dans l'onglet Backlink, où là, vous allez avoir à chaque fois l'URL sur lequel le backlink est publié, l'URL vers lequel il pointe, le texte d'ancrage, les liens externes, internes, première fois qu'il a été vu, dernière fois qu'il a été vu, et vous pouvez déjà, dans cette section, trier un petit peu vos backlinks en cliquant sur le plus qui va vous permettre d'ajouter le backlink dans votre liste de désaveux. D'accord? Donc vous pouvez désavouer soit le domaine tout entier, soit un seul URL. Donc là, par exemple, je ne veux qu'un seul URL. Je vais dans ma liste de désaveux. Et là, vous pouvez soit l'exporter au format TXT pour ensuite le télécharger dans le Google Disavow Tool. D'accord? On va en parler dans un instant. Soit le télécharger, donc l'envoyer vers notre outil Backlink Audit. Alors, Backlink Audit, c'est notre deuxième outil de backlink. Le but de cet outil, c'est vraiment de vous débarrasser des backlinks toxiques. Alors, dans Backlink Audit, c'est un projet, donc vous le liez à un domaine, vous le lancez et vous allez avoir des informations telles que le score toxique général. Donc là, je vois que je suis dans le rouge, j'ai un indice qui est high, assez haut. Et je peux le confirmer en allant sur les statistiques ici, et je vois qu'effectivement, il y a 215 backlinks qui sont considérés comme toxiques par le logiciel. On va voir ça de plus près dans l'onglet Audit. Ici, même chose qu'auparavant, vous avez absolument toutes les informations sur les backlinks, d'accord? La source, votre URL, donc vers lequel pointe le backlink, texte d'ancrage, mais ici j'ai en plus le score toxique. Alors le score toxique, c'est déterminé par tout un tas de choses, donc notamment ici, je vois que pour ce domaine, on a repéré que c'était un domaine qui n'était pas indexé dans Google, qu'il y avait il y avait par exemple Poor Layout, donc ça c'est quand vous avez par exemple un affichage qui date des années 90 avec seulement du HTML, Poor Navigation, tout ça est pris en compte par le logiciel. Donc là je suis à 74, on va voir ça de plus près. La meilleure façon de s'en rendre compte c'est, ah ben voilà, apparemment la page n'est même plus accessible, donc ça vaut la peine de m'interroger, est-ce que je veux vraiment garder ce backlink? Si vous voulez vous en débarrasser, donc vous pouvez soit l'ajouter sur votre whitelist, d'accord, si vous voulez les prendre un par un, mais si vous voulez vous en débarrasser, deux options s'offrent à vous. La première, vous l'ajoutez à votre liste to remove. Une fois que vous avez fait ça, le backlink va se retrouver dans votre liste. Et en fait, le but ici, c'est de simplement contacter les propriétaires du site web pour leur demander gentiment, s'il vous plaît, débarrassez-vous de ce backlink. On vous propose un template, un modèle, d'accord, en disant I'm working on cleaning the website, please remove it. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que si vous avez une boîte Gmail, vous pouvez la connecter directement. Donc, ça veut dire que vous pouvez monitorer toutes vos demandes à un seul endroit sans devoir à chaque fois retourner dans votre boîte mail pour voir exactement si vous avez reçu une réponse, etc. Ici, en plus, vous êtes tenu au courant du statut actuel du backlink. Okay, donc là, par exemple, je vois que le backlink est toujours là. Ici, on n'a pas d'information. Donc, je suis à chaque fois tenu au courant pour tous les backlinks et vous avez le statut de votre demande. Donc vous allez voir si
le mail a été envoyé, s'il a été lu, si vous avez reçu une réponse, etc. Tout ça au même endroit. La deuxième option qui s'offre à moi, c'est le désaveu. Okay. Là, généralement, on conseille ça quand vous avez d'abord essayé de contacter le propriétaire, vous n'avez pas de réponse, etc. Imaginons c'est votre dernier recours. Tac, je le mets dans ma liste de désaveux. Je me rends dans l'onglet. Et là, vous allez avoir tous les domaines ou URL dont vous voulez vous débarrasser. Je l'exporte. Et tout ce qu'il me suffit de faire, c'est de l'ajouter dans le Google Disavow Tool, donc qui est dans Google Search Console. Disavow Tool, vous l'avez peut-être déjà utilisé. Tac, je choisis mon domaine. Bon, là, je ne vais pas me connecter, mais vous connaissez la marche à suivre. Vous téléchargez cette liste de backlinks et à partir de ce moment-là, c'est Google qui va prendre le relais, va les analyser et les supprimer si effectivement il y a des raisons de le faire. Voilà, ça c'était pour Backlink Audit. Je vais très vite mentionner un autre outil qui s'appelle Link Building, qui lui en fait sur une note un peu plus positive vous permet d'acquérir de nouveaux backlinks en trouvant des pistes en fait. Donc en fait, quand vous mettez en place le projet pour la première fois, vous devrez introduire une série de mots-clés et une série de compétiteurs. À partir de ce moment-là, vous lancez le projet et le logiciel va directement trouver des pistes de sites web qui pourraient être intéressés par mon backlink. Donc là, par exemple, j'ai tout ce qui est tous les mots-clés qui découlent des mots-clés que j'ai insérés. Vous en avez jusqu'à 10. Ici, j'ai toutes les pistes pour les compétiteurs, mais si vous voulez, les outils sont liés. Donc ça veut dire si j'ai perdu un backlink et que je le vois dans Backlink Audit, je vais l'avoir ici, dans Lost Backlinks, d'accord, pour essayer de, entre guillemets, reconquérir ce domaine et essayer de le persuader de rétablir mon backlink. Vous pouvez les télécharger manuellement et ici, il s'agit de mentions. Donc, par exemple, si quelqu'un mentionne votre website, votre site web, pardon, et que vous le voyez dans un autre outil qui s'appelle Brand Monitoring, mais ça sera pour une autre vidéo, vous pouvez directement contacter ce site web. Et en fait, ça fonctionne via le même principe. Donc là, par exemple, j'ai mes pistes dépendant des mots-clés. Imaginons, je suis très intéressé par, bon, page jaune, c'est peut-être un peu, un peu gros, mais là, par exemple, je suis intéressé par le Figaro.fr, hop, je l'ajoute à ma liste, et là, je vais retrouver tous ces domaines dans ma liste de In Progress. Et là, c'est le même principe que dans Backlink Audit, sauf qu'ici, vous connectez votre boîte Gmail, hop, send, et là, encore une fois, j'aurai une proposition de modèle, sauf qu'ici, le message sera, s'il vous plaît, publiez ou rétablissez le backlink. Et même chose, vous serez tenu au courant du statut à chaque fois. Et puisque je vois qu'il nous reste peu de temps, le dernier outil que je veux vous montrer, SEO Content Template, qui est extrêmement apprécié également de nos clients. Alors, c'est plus un outil de contenu, donc vous allez le retrouver également dans Content Marketing Toolkit, mais le but de cet outil, en fait, c'est de vous donner tout un tas d'idées pour taper vos articles, pour créer du nouveau contenu sur votre site. En fait, ce qu'il faut faire, c'est taper votre mot-clé, ou vous pouvez même taper plusieurs mots-clés dans la barre de recherche, vous sélectionnez votre base de données, et notre outil va faire une analyse détaillée des 10 premiers compétiteurs. Donc là, par exemple, imaginons, je suis une compagnie SEO, je veux créer un article sur stratégie SEO. Tac, j'ai mes 10 premiers résultats. Je vais avoir toutes les recommandations qui en découlent. Alors, tout d'abord, des recommandations sémantiques. Donc, le logiciel va voir exactement ce qui est le plus utilisé par mes compétiteurs, à mettre en votre entreprise, etc. Les backlinks, d'accord. Donc là, ça se rapproche un petit peu de ce qu'on a vu dans On-Page SEO Checker, sauf qu'ici, c'est pour du contenu qui n'existe pas encore, entre guillemets. La lisibilité. Okay. Ici, on est sur du 71, donc du contenu assez abrupt, enfin, pas pour les enfants, quoi. Et enfin, on va avoir de la longueur de texte. Donc là, par exemple, il me recommande d'avoir environ 1573 mots dans mon article. Okay. Toujours en me basant sur les 10 premiers compétiteurs. Et enfin, l'information la plus importante, en fait, ce que va faire l'outil, c'est vous donner des échantillons de texte, donc des morceaux de texte trouvés chez les compétiteurs, comprenant
votre mot-clé. Donc vraiment pour voir en détail et surtout en contexte, comment est utilisé le mot-clé par vos compétiteurs. Donc là, c'est une stratégie SEO, le choix des mots-clés à cibler. Donc vous pouvez repérer des catchphrases, des choses à utiliser. Donc vraiment pour voir sans devoir aller sur le site de votre compétiteur en faisant CTRLF, voilà, pour voir exactement comment il en parle. Ici, vous allez avoir toutes les mentions de ce mot-clé par vos compétiteurs. Et enfin, on a les recommandations de base concernant notamment l'utilisation du mot-clé dans le titre, dans la description méta, dans les titres inférieurs et dans le texte lui-même.